Bonjour, très heureux d'être là pour animer cette table ronde d'un sujet qui, je crois, est passionnant, a été largement lancé depuis le début de la matinée. Merci Guy de m'avoir demandé d'être avec vous. On va parler de voir comment lutter contre l'antibiorésistance. L'antibiorésistance, elle a été annoncée déjà par le découvreur de la pénicilline, Fleming, quand il a reçu le prix Nobel. Dans son discours, il a alerté. Il a dit, vous savez, on a des antibiotiques, le risque, c'est l'antibiorésistance. Eh bien, il avait raison, on y est. On pense que maintenant, aujourd'hui, ça devient un phénomène important de santé publique. Les pays sont en train d'en prendre largement conscience. Certains économistes qui connaissent très bien ce sujet ont prévu que ça pourrait même, si on continuait comme ça, faire presque 50 millions de morts dans 2050, avoir un impact de près de 4% sur le PIB à cette période-là. Donc c'est un vrai souci. Évidemment, il s'agit, c'est du One Health, donc santé animale, santé humaine et l'environnement. Et pour débattre, je vais passer la parole à nos débatteurs je vais leur demander de façon très courte, en 2 minutes, de dire un mot sur eux et quel est le sujet qui, pour eux, le point essentiel de ce débat. On va commencer par nos amis qui sont en visio. On va Madame Célie Davis, que nous avons la chance d'avoir avec nous. À vous, Célie Davis, en 2 mots, en 2 minutes. Bonjour, merci pour m'inviter. Je suis l'envoyé spécial du Royaume-Uni sur la résistance aux antimicrobiens. Je travaille de manière bilatérale et multilatérale, publiquement et privée, pour aider le monde à déplacer les montagnes dont il a besoin pour lutter contre la pandémie silencieuse de Rame. Je travaille avec des pays de tout le monde entier, des groupes multilatéraux contre le G7 et le G20 et des organisations des Nations Unies, le groupe des dirigeants mondiaux sur la résistance aux microbiens et le secteur privé pour les obliger à faire action. Je ne m'arrêterai pas. Merci. Merci beaucoup. Carmen da Silva, Pessoa da Silva de l'OMS, si vous pouvez nous dire, vous aussi. Bonjour, invitation et pouvoir participer à cette table ronde. Donc, je m'appelle Carmen Pessoa da Silva. Je travaille à l'Organisation mondiale de la santé et ma fonction dans cette organisation est vis-à-vis à la coordination du système mondial de surveillance de la résistance à la rame, mais aussi surveillance des résistances et l'utilisation des antimicrobiens. Et je me rejoins absolument avec les mots que Dame Salvé si bien dire vis-à-vis au risque de ces problèmes, de cette vraie menace à la santé mondiale et une vraie menace à la possibilité que le développement humain puisse être accompli selon les targets qui ont été définis par le Sustainable Development Goals. Et pourtant, je pense qu'un point très important pour pouvoir avancer sur cette lutte, c'est que nous tous, soyons conscients des risques. L'animateur de cette séance a commencé la séance en faisant référence au détenteur du prix Nobel, au découvert de la pénicilline. Et c'est vrai que petit à petit, au fil des années, d'autres niveaux de conscience, au niveau des décideurs de politique de santé, des décideurs de politique d'une façon plus large, ont aussi compris les risques, la menace que la résistance aux antimicrobiens pose sur l'humanité. Mais je pense que comme point plus important dans ce moment, c'est que d'autres niveaux de
prise de conscience soit activée. Et là, je parle de monsieur et madame tout le monde qui devraient vraiment être conscients de quel est le risque et qu'est-ce que chacun peut faire pour réduire les risques par rapport à l'émergence, mais aussi à la dissémination de la résistance aux antimicrobiens. Et pour cela, connaître les risques, pour connaître les risques, on a besoin de données. Donc, voilà les points que je trouve très importants, avoir connaissance des risques et avoir la prise de conscience des risques. Merci Carmen. On va développer ça. On va développer parce qu'en effet, c'est un sujet clé. Vous avez raison. On va continuer vite notre tour de table et après, on va vraiment rentrer dans le débat. Peut-être Thomas Koenig, vous. Je suis Thomas Koenig, je suis le directeur général de l'IFPMA, qui est l'association fêtière mondiale de l'industrie pharmaceutique innovante. Et je suis en même temps le président du conseil de l'Alliance industrielle contre la résistance antimicrobienne, qui regroupe une centaine de firmes diagnostiques, qui inclut Biomérieux, Startup Biotech, les grands labos pharma, ainsi que les génériques, qui ensemble travaillent pour combattre la résistance antimicrobienne. Et je suis un peu le père de ce qu'on appelle AMR Action Fund, et j'en suis sûr qu'on va en parler. Et Sally Davis m'a soutenu de convaincre les patrons des grands labos d'investir $1 milliard pour la recherche. Eh bien, merci beaucoup. On continue. Jean-Louis Huneau. Je préside le syndicat de l'industrie du médicament et diagnostic vétérinaire. Et mon propos sera de tenter de vous convaincre que le monde animal n'est pas qu'une menace. On a vu ce matin le risque de zoonose. Mais ce que nous a enseigné cette pandémie, c'est que le secteur vétérinaire était aussi du côté des solutions. Et en particulier sur l'antibiorésistance, j'essaierai de vous montrer comment nous avons fait baisser l'antibiorésistance dans le domaine de la santé animale. Et je crois que c'est très important d'avoir cette expérience à partager. Je sais, quand on a préparé, vous nous avez dit, vous allez voir, les médecins, ils vont un peu baver de ce que je vais leur annoncer. Alexandre Mérieux. Bonjour, Alexandre Mérieux. Alors, je préside Biomérieux, société familiale active dans le domaine du diagnostic des maladies infectieuses. Donc, par exemple, ici, l'industrie un peu du diagnostic. Donc moi, ravi d'être là aujourd'hui sur un sujet important, un enjeu de santé publique majeur. Donc je suis tout à fait d'accord avec la prise de conscience. Et ce qui est important aussi, alors je vais peut-être plutôt la partie diagnostic pour montrer un peu le rôle, l'impact du diagnostic. Le diagnostic a été très utile en période Covid, mais peut aussi être utile en période de pandémie silencieuse, quand on parle d'antibiorésistance. Et moi, ce qui m'intéresse aussi de discuter avec vous, avec l'ensemble, c'est quels sont les modèles un petit peu d'innovation qu'on doit mettre en place pour accélérer dans ce domaine. Je vous remercie pour tout ce que vous venez de dire. On va lancer notre débat avec tout ce que vous avez commencé à annoncer. En fait, je me souviens dans ma discussion avec Carmen Pessoa, tout de suite, dans cette prise de conscience, Carmen Pessoa m'a dit, et je crois qu'aussi vous me l'aviez dit, Jean-Louis Huneau, un des points forts, ça a été 2015-2016, où les Nations Unies, en 2016, ont adopté un plan en 5 points. Et c'est ce plan qui est en activité, qui a été signé, je crois, pour à peu près, je ne veux pas dire de bêtises, je crois presque 120 pays, si je ne dis pas de bêtises, mais Carmen va me corriger si je dis une bêtise. Et ces 5 points, c'est ce que je voudrais on va les dérouler dans ce débat et que vous puissiez... Le premier point que abordait Carmen, et ce que vous avez dit, la prise de conscience. La volonté, c'est qu'il y ait une prise de conscience et aussi un peu une vulgarisation de l'antibiorésistance, de dire. Comment vous voulez réagir? Je ne sais pas. Sally Davis, vous êtes une des pionnières de tout ce domaine en Europe et largement au-delà. Est-ce que vous pouvez nous dire un point là-dessus? Thank you very much. As you may know, I was co-convener of the UN Interagency Coordination Group on AMR, RAM, back in 2019. We warned that there was no time to wait. We established a set of recommendations for every country and sector to enact to address AMR. But the hard truth
is that we have not yet turned our policy and political commitments into action. Our greatest challenge is delivering on the words that people have, and politicians too, and driving ownership for the issue and their solutions. So let me pick up the first challenge, market failure, and thank you, Thomas, for bringing it up. Our greatest challenge is the market failure that's resulted in no new class of antibiotic coming to market this side of the millennium. The unviable market, particularly for small and medium-sized enterprises, is detrimental to access. Many high-income countries have access problems too. For example, of the 18 new molecular entity antibiotics approved by the American, European, Canadian, and Japanese regulatory bodies between 2010 and 2019, the majority of these new antibiotics have not been launched in more than 3 countries. Only 4 have been commercially launched in all European countries studied. To address this, we clearly need governments and industry to work together to balance innovation, access, and stewardship, building on the advances that the world is capable of and has demonstrated it can for the current pandemic. We need to collectively implement pull incentive models that de-link the prices paid for treatment from the volumes used and that recognize the value that antibiotics have to our health systems. Building on the UK's own Netflix-style model, the G7 health and finance ministers have committed to explore innovative incentive models. We need collective action to create a meaningful incentive and market. My second challenge of 3 is about surveillance. Effective and sustainable action is underpinned by good data. Monitoring enables us to detect and respond, but also predict and prevent, as we have seen during COVID-19. This autumn, a world-first study co-funded by the UK will estimate the burden of AMR worldwide with an evidence base that will help make the silent pandemic visible. We've got to work collaboratively to ensure we have a global surveillance system in place. For example, our UK's Fleming Fund is a major international aid investment dedicated to AMR, with data at its heart, by supporting low and middle-income countries to collect and share quality AMR data. We're supporting countries across Asia and Southeast Asia and Africa to build laboratory capacity, infrastructure, and capability to generate data, share data, and use data to inform national and global decision-making. Our funding for genome sequencing capacity in South Africa has actually also contributed Célie to Davis, the si vous permettez, identification. Célie Davis, excusez-moi, je vous interromps. Est-ce que ça ne vous ennuie pas si vous avez abordé déjà les 3 premiers points, on partagera, on reviendra encore, mais j'aimerais bien qu'on demande l'avis de nos autres interlocuteurs déjà sur le premier point, et après on abordera le problème, en effet, que vous avez déjà abordé, et qui est un problème mondial, vous l'avez très bien dit, ce n'est pas uniquement un problème soit européen, soit de pays développés, soit de pays riches, mais j'aimerais bien qu'on puisse, comme ça permettra à chacun d'intervenir et de rebondir sur ce que vous avez dit. Je ne sais pas si, autour de la table, quelqu'un sur est-ce que vous pensez qu'il y a encore du travail à faire sur la prise de conscience, sur la vulgarisation de l'antibiorésistance? J'ai été très frappé de ce qu'a raconté ce matin Philippe Vermersch. Alors, ce n'était pas sur l'antibiorésistance, c'était sur le One Health, au niveau des jeunes, des étudiants et des jeunes médecins. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose au niveau des vétérinaires? J'aimerais bien avoir votre... Alors, certainement, aucun doute, il y a encore travail à faire. Ça commence déjà avec la vulgarisation, prise de conscience, qu'est-ce qui est la résistance antimicrobienne. Covid-19 nous a rendu compte d'une pandémie qui était inattendue et où tous les pays étaient mal préparés. Qu'est-ce que ça coûte en termes de vie perdue, en termes de coûts économiques? Et on y est encore. Mais ça nous a aussi montré la force de l'innovation et la force d'une réaction rapide de l'industrie dans son ensemble qui a développé des vaccins en temps record, qui l'a développé parce que, heureusement, Covid-19 n'était pas une maladie négligée tropicale, mais c'était une maladie où il y avait un besoin, il y avait aussi un marché pour ceux qui réussissaient. Ce n'est pas le cas pour la résistance antimicrobienne.
Et comme Sally Davis l'a indiqué, actuellement, il n'y a pas de marché viable et c'est la catastrophe, notamment pour les biotech, parce que la Grand Pharma, dans sa majorité, a lâché et a quitté le terrain. Et c'est la raison pour laquelle, en faisant appel aux politiques, on a lancé ce fonds, on a indiqué, on est prêt à créer un pont pour ce qu'on appelle la vallée des morts, parce que les investisseurs à risque ont lâché le marché, la Grand Pharma largement à part de 4 ou 5 n'y sont plus, et la difficulté, c'est de traduire le consensus mondial au niveau politique d'une déclaration aux Nations Unies, des déclarations G7, dans une volonté de recréer un marché qui est viable, soutenable à long terme, sinon c'est beaucoup de l'argent qui vont aller nulle part. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur ce plan? Vous pensez qu'il y a un travail à faire aussi, de prise de conscience encore, à développer Je pense qu'il y a une prise de conscience de l'enjeu sanitaire, santé publique, peut-être pas équivalent suivant les pays. Puis on a parlé ce matin qu'il n'y a pas de frontières, donc les virus et les bactéries n'ont pas de frontières, il faut que ce soit une prise de conscience mondiale. Donc là, il y a encore un petit peu de travail. Après, moi, je trouve quand même qu'il y a des choses qui bougent, notamment l'AMR Alliance. Mais ce qu'il faut, c'est continuer à pousser l'éducation, pousser l'innovation, et à la fois en diagnostic, mais aussi pour moi des nouvelles molécules et autres. Je pense quand même qu'il y a pas mal de sociétés qui commencent à avoir un petit peu cet enjeu de santé publique. Ce qu'il faudrait, c'est trouver un modèle économique ou de valeur médicale qui soit on va y venir, adapté. Économique. Et vous, en tant que représentant de la profession vétérinaire... Alors, je ne représente pas la profession vétérinaire. Vous représentez l'industrie. Enfin, on a vu ce matin... C'est une filière. Une filière. Alors, c'est une filière qui a l'habitude de traiter, en effet, des épizooties, et je dirais dans un certain silence. En écoutant le débat, j'ai évidemment en tête la fièvre catarrhavine, il y a une dizaine d'années, 32 000 foyers, 32 000 élevages. En 2 ans, par des tests de diagnostic, de vaccination, la France a retrouvé son statut indemne. On n'en a pas beaucoup parlé. Or, c'était bien une gestion de crise. Et il y a d'autres exemples. Donc, on a là une expérience tout à fait intéressante. Et sur l'antibiorésistance, là aussi, la prise de conscience est ancienne. Il y a 25 ans, c'est l'Agence nationale du médicament vétérinaire qui m'a demandé de créer un groupe antibiothérapie au sein du SIMV. Étonnant, c'est l'agence. Pour nous demander de fournir nos chiffres de vente des antibiotiques. Et on a mis en place un instrument de collecte de ces données, ce qui a permis à l'agence, depuis 25 ans, avec l'Angleterre, c'était les 2 pays leaders, de fournir un état de consommation des antibiotiques. Donc, prise de conscience ancienne. Et finalement, la mobilisation de la filière a donné des résultats tout à fait exceptionnels, puisque en 1999, il y avait 1300 tonnes d'antibiotiques utilisées en élevage en France. En 2019, nous sommes à 422 tonnes. Donc on a diminué de 70% la prescription d'antibiotiques en santé animale en France. C'est considérable. L'ALEA, qui est l'indicateur scientifique, lui aussi, qui est en rapport avec la biomasse, était divisé par 2 depuis 2011. Il est en place depuis 2011. Les antibiotiques d'importance critique ont été quasiment supprimés. Les baisses sont de plus de 90%. Et la colistine a été diminuée par 2 en 3 ans. Donc ces chiffres-là montrent une prise de conscience de la filière, des vétérinaires, des éleveurs. Et c'est tout à fait remarquable de voir qu'il est donc possible d'arriver à des résultats qui, au final, le réseau Resapat que anime l'ANSES le montre, les 53 000 antibiogrammes à récolter chaque année montrent dans toutes les espèces une baisse de la résistance aux antibiotiques. C'est donc une expérience à partager et ça montre que la mobilisation est possible. Eh bien, bravo, et ça montre, on aborde le point clé des données, l'importance d'avoir des données.
Vous aviez dit aussi, et ça va sans doute faire le lien, que la différence pour avoir des données, et vous avez, le monde vétérinaire a bien réagi, mais qu'en effet, vous m'expliquiez que quand un vétérinaire va dans un élevage, dans une ferme, pour soigner un animal, il ne va pas faire un antibiogramme, il a généralement les antibiotiques dans sa voiture, il ne va pas marquer non plus tout, donc il y a aussi encore beaucoup de travail à faire sur ces données-là, sur la récolte des données, beaucoup certainement à faire sur le plan animal, mais l'important c'est aussi la surveillance, de pouvoir récolter, peut-être aussi au niveau, les données au niveau diagnostic, c'est clé, parce qu'en fait, il faut sans arrêt, et c'était abordé ce matin, la surveillance des pathogènes, mais comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser le diagnostic? Parce qu'on se souvient d'il y a quelques années où en France, l'utilisation des antibiotiques dans les angines était assez importante. Il y a eu mise en place un test de diagnostic rapide qui a permis en effet la baisse. Est-ce que dans le monde vétérinaire, ou est-ce que ces tests rapides vont continuer à se développer? Et puis je demanderai à Carmen après de rebondir, parce que pour justement parler de façon globale au niveau du monde, comment on peut faire pour justement développer tous ces éléments diagnostiques et avoir ces données aussi dans les pays dits à bas revenus. Alors oui, en France, de mémoire, je pense qu'il y a encore 90% des antibiotiques qui sont délivrés par le médecin lors d'une visite. Donc il y a bien sûr l'expertise du médecin, mais il manque parfois l'outil diagnostique, savoir si l'infection est virale ou bactérienne. Donc tout l'enjeu, c'est de se rapprocher du patient et du médecin avec ces outils. Mais pour revenir à et je pense que la technologie évolue, la crise qu'on a connue a permis aussi une certaine accélération technologique dans le diag, dans le pharma aussi, mais il faut continuer à pousser. Et pour peut-être faire la transition avec Carmen, oui, la surveillance, c'est clé, la surveillance épidémiologique dans chaque pays, de aussi pouvoir mettre en place des infrastructures de santé qui puissent, comme disait Sally aussi, prévenir et contrôler. Ça me semble clé, parce qu'on parle d'une approche One Health, mais aussi One World. Donc c'est... Et est-ce que, pour justement le monde vétérinaire, est-ce qu'une entreprise comme Biomérieux travaille et développe aussi des tests diagnostiques et travaille sur des diagnostics rapides pour le monde vétérinaire? C'est quelque chose il y a des progrès là-dessus? C'est quelque chose qui avance ou... Alors nous, on est plus sur le diagnostic humain et le diagnostic agroalimentaire, donc il nous manque un petit peu la partie du milieu. C'est peut-être une piste de développement pour Biomérieux. Mais il y a des liens forts à faire, et puis on sait bien, on a cité ce matin que 80% des nouvelles infections elles viennent de l'animal, donc il y a des liens beaucoup plus forts à faire entre diagnostic humain et diagnostic vétérinaire. Carmen, qu'est-ce que vous pensez justement sur ces surveillances, sur ces réseaux de récolte de données à travers le monde et pas seulement à travers les pays dits à haut revenu? Merci pour la parole. Juste avant de rentrer exactement dans le thème du réseau mondial de surveillance, je pensionnerais juste prendre comme point de référence lors de notre discussion, on est tout ensemble, c'est le fait que les plans d'action globale et lutte contre la résistance aux antimicrobiens les plans ont proposé 5 objectifs stratégiques avec l'idée qu'il serait impossible de régler les problèmes de la résistance si on va travailler seulement sur un objectif stratégique. La surveillance est seulement un des objectifs stratégiques. Et comme d'autres intervenants qui ont dit, on a parlé de la prise de la conscience, on a parlé de l'importance de l'éducation, on a parlé de la question des produits, avoir accès aux antimicrobiens pour tous dont on a besoin. On a parlé beaucoup de diagnostic et de la recherche et développement. Donc, c'est de l'utilisation rationnelle. Et on ne peut pas oublier aussi que le point principal est tout d'abord prévenir les infections pour réduire les besoins d'utilisation d'antimicrobiens. Donc, c'est juste pour dire qu'il faut que lors de ces débats, on puisse avoir cette compréhension un peu plus holistique de tous ces points doivent être adressés pour qu'on puisse être efficace dans nos efforts. Et sont tous relationnés. Donc, pour la surveillance spécifiquement, Benoît, l'OMS a lancé le système mondial de surveillance en 2015. Et depuis 2016, sur le système qui est connu avec l'acronyme anglais GLASS,
Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System, on a pu inclure dans ce système actuellement 111 pays de toutes les régions du monde. Et lors des 4 ans de récolte des données, on a pu avoir des données de 8 millions de patients jusqu'à maintenant. Et ce qui est important, je pense que ce rapport, il est publié annuellement. Il y a des données qui commencent à être vraiment très préoccupantes, comme par exemple des infections par des Escherichia coli, qui est une bactérie tout à fait banale, la plus fréquente bactérie qui cause des infections chez l'humain. On a déjà presque 40% de résistance pour les antibiotiques qui sont utilisés lors des infections graves, comme des antibiotiques déjà de 3e génération de céphalosporine. Et ceci est en train de nous pousser à utiliser les toutes nouvelles générations d'antibiotiques et donc où ça va s'arrêter. Donc, juste avoir des nouveaux antibiotiques n'est pas la solution. Il faut tout d'abord prévenir les infections, il faut tout d'abord savoir qui sont les patients à risque pour mieux cibler et il faut aussi avoir une amélioration des méthodes et diagnostiques et d'accès au diagnostic parce que l'utilisation des antimicrobiens pour être une utilisation disons, plus rationnelle, elle a besoin d'être informée par des diagnostics. Et on a besoin de l'industrie qui produit des tests diagnostiques de telle façon qu'on puisse les avoir de façon plus immédiate. Donc, au niveau des pays, et là, au niveau mondial, je pense que EMA est un problème global. Et pour cela, dans tous ces domaines, l'éducation, prise de conscience, surveillance, enfin, pour tous ces problèmes, on a besoin aussi de la solidarité au niveau mondial. Donc, pour la surveillance, ce qu'on est en train de voir, c'est que les pays à faible revenu font un effort énorme pour commencer à générer des résultats et partager avec le monde. Mais pour cela, je pense qu'on a besoin de cette solidarité mondiale et Fleming Fund, comme Sally Davis a mentionné, a été un partenaire mondial clé pour aider justement ces pays à structurer leur système de surveillance et partager les données avec le monde. Puisque pas seulement les pays ont besoin de savoir les résultats comme tous les autres. Et là, j'aimerais aussi pour les thèmes de surveillance, au niveau global, un problème clé, c'est les conditions, les ressources que les pays à bas revenus ont, donc besoin de cette solidarité mondiale. Mais on a un autre problème qu'on doit aussi mentionner. C'est la volonté de partager les données. Et c'est là encore est un problème pas encore réglé. On a plusieurs pays qui ont des systèmes de surveillance bien développés et qui ne partagent pas de données. Donc, à mon avis, il y a la situation pour aider la structuration des systèmes de surveillance, mais il y a aussi le problème qui est partager les données. Et pour tout cela, je pense que plus que jamais, on a besoin d'un sens de solidarité globale, pas seulement pour le Covid, mais aussi pour EMA. Merci. Merci pour ce point sur la notion de solidarité globale. En effet, et ça a été aussi abordé ce matin, et ce matin, il y a eu un mot, en effet, il faut aussi que dans les pays, il y ait des structures de système de santé globales, pas simplement en effet humaines, mais aussi vétérinaires, et c'est vrai que c'est compliqué et que c'est pas simple à mettre en place. Mais quel est le point de vue, justement, vous qui représentez les industries de santé humaine, sur cette solidarité et sur cette notion de données, de récupération de données? Parce que en santé humaine, tout du moins la mini-expérience que j'ai sur la France, les données de prescription, elles sont remarquablement connues. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est assez global? Est-ce que c'est partagé? Est-ce que c'est... Là, à mon avis, il faut tout simplement constater que les données chez nous sont supérieures aux données dans pas mal de pays en voie de développement. C'est un problème. Un deuxième problème, c'est par exemple concernant la surveillance.
l'OMS a monté l'effort GLASS, ce qui est extrêmement important pour la meilleure surveillance résistance antimicrobienne. Mais par exemple, je ne suis pas tellement sûr si j'ai tellement de confiance dans les données qui seulement sont communiquées par les États. Et là, j'ai constaté, par exemple, dans mes pourparlers avec l'OMS, il y a un problème institutionnel qu'on a une hésitation de collaborer avec les industriels qui ont les données, qui ont leur propre surveillance, qui sont intéressés d'y collaborer. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je suis optimiste que les données qui vont sortir de l'International Institute of Health Metrics de Californie peut-être vont lever un peu la qualité de débat. Un deuxième problème que j'ai du point de vue solidarité, c'est lorsque l'antibiotique est nettement moins cher que le vétérinaire et même moins cher que le diagnostic, il ne faut pas s'étonner qu'on n'a que des antibiotiques et le prix est le seul critère de l'achat. Il ne faut pas s'étonner qu'on n'a que des antibiotiques qui ressortent de la Chine ou de l'Inde. Et alors, ce n'est pas seulement un problème de la recherche pour les nouveaux antibiotiques, c'est aussi une question de la valorisation des anciens. Et enfin, du point de vue solidarité, une des priorités de notre alliance, c'est aussi l'accès. Mais du point de vue de l'accès, il faut se rendre compte, si on a accès sans assurance de qualité, par exemple dans la tuberculose multirésistante, Johnson & Johnson a lancé le Betaqueline avec un programme d'assurance de qualité collaborant avec des hôpitaux certifiés. Et à mon avis, il faut aussi réfléchir, est-ce qu'on n'aura pas besoin, si on a des nouveaux antibiotiques, de s'assurer, parce que sinon, on aura très très rapidement de nouveaux problèmes de résistance. C'est en effet, et c'est un des points, vous avez raison de le souligner, et quand on va aborder le problème purement économique, parce que c'est tout à fait la réalité, mais quand vous dites, et je pense que c'est le troisième point, l'accès aux antibiotiques et le bon usage. Et en fait, c'est le troisième point, c'est développer le bon usage aux antibiotiques et la formation. Et là, il y a encore un gros travail à faire. Et juste simplement dire, c'est un peu facile, mais dire est-ce que l'industrie fait le travail optimal pour former au niveau des antibiotiques, et pas seulement justement dans les pays dits à revenus élevés, dans les autres pays, est-ce qu'il y a une formation dans le monde vétérinaire, une vraie formation sur les antibiotiques, et est-ce que nos amis du diagnostic peuvent en effet contribuer, participer, et en mettant, en donnant les possibilités d'avoir des tests, de travailler aussi sur cette formation d'utilisation des tests. Si je peux immédiatement répondre, je pense qu'il y a une prise de conscience, notamment dans les fermes qui sont encore, qui aujourd'hui ont changé la rémunération des représentants médicaux, au lieu de les récompenser pour le maximum des ventes, on récompense pour la formation des médecins, pour soutenir le bon usage. Mais en même temps, je pense qu'au-delà de 85% des antibiotiques sont des génériques, viennent de l'Inde, viennent de la Chine, alors il ne faut pas se faire des illusions. S'il y a des Pfizer, GlaxoSmithKline et MSD qui changent leur approche, si on ne réussit pas de le transformer au niveau mondial, et c'est là où Sally Davis, avec le Global Leadership Group qui était installé par le secrétaire général des Nations Unies, à mon avis, joue un rôle extrêmement critique. Malheureusement, j'ai dû faire une gaffe. Quand j'ai demandé à Sally Davis d'arrêter pour qu'on la reprendrait après, elle a disparu et j'espère qu'elle l'a pas mal pris. Guy, je te le dis, je suis désolé, parce qu'on n'a plus Sally Davis et c'est vrai que j'ai peur d'avoir été un peu maladroit. Donc, Jean-Louis Huneau, vous vouliez intervenir sur, justement... Oui. Tout à l'heure, vous interrogiez Alexandre Mérieux sur les tests. Vous avez sur le site de notre Fédération mondiale Diagnostics for Animals une database où vous trouverez 1600 tests de diagnostic vétérinaire disponibles. Donc il y a un arsenal à la disposition des vétérinaires qui est très conséquent. On a parlé des réseaux d'épidémiosurveillance. Nous avons en France la plateforme ESA, qui rassemble les groupements de défense sanitaire, les vétérinaires, et qui font en temps réel, chaque jour, l'actualité
de la santé animale en France. Donc il y a une vraie surveillance qui peut servir de modèle à d'autres pays. Le monitoring des données est essentiel, car quand on ne l'a pas, il y a deux effets pervers. La première, c'est de fixer des objectifs de moins 25%, moins 50%, comme on l'a dans le Green Deal au niveau de la Commission européenne. Donc c'est une politique à l'aveugle. Alors que la politique vertueuse, c'est en effet de collecter des données qui permettent d'identifier concrètement quelles sont les mauvaises pratiques de tel ou tel praticien. C'est de cela dont on parle. Et on a déjà plusieurs plans éco-antibio qui ont montré des résultats tout à fait probants. Il est souhaitable que le prochain qui est en préparation soit axé sur l'enregistrement des traitements, des prescriptions et des usages. Je sais que le président de l'Ordre des vétérinaires s'exprimera cet après-midi et je crois que c'est un combat collectif que nous avons. Et si nous n'avons pas ce monitoring, le réflexe, c'est de s'en prendre aux molécules. On a eu, il n'y a pas très longtemps, au Parlement européen, un débat qui a mis en cause des molécules antibiotiques, alors même qu'elles sont enregistrées. Ce sont des spécialités qui ont des AMM et dont l'avenir dépend de la bonne pratique vétérinaire. Donc si on veut préserver cet arsenal, il faut vraiment regarder la pratique vétérinaire. Et peut-être un mot sur le prix des antibiotiques. Il est évident qu'en santé animale, on a un modèle différent de celui de l'humaine. Le vétérinaire est quelque part, pour simplifier, à la fois un médecin, le médecin des animaux, et un chef d'entreprise. Il achète, il revend des médicaments. Et donc il y a un équilibre à trouver, des pratiques à encadrer, nous y sommes tout à fait favorables, pour que l'indépendance du prescripteur, l'indépendance du médecin dans sa dimension médicale soit préservée. Et donc, pour moi, la question du prix de l'antibiotique ne se pose pas en ces termes. C'est le prix de l'intervention du vétérinaire. Parce que l'antibiotique, on ne l'achète pas. On se le voit prescrire dans son élevage ou pour son animal de compagnie. Et donc, je crois qu'il ne faut pas aborder la question du prix de l'antibiotique sous l'angle que pense le consommateur, mais quelle est sa relation avec le vétérinaire. Et c'est au vétérinaire de valoriser l'ensemble, sa prestation intellectuelle, son diagnostic, sa prescription et la délivrance des antibiotiques. Je pense que c'est un débat autant pour les médecins et d'avoir de valoriser une démarche globale. C'est vrai que ce n'est pas simple et tout. À propos des antibiotiques, vous disiez tout à l'heure, quand on discutait avant le début, je vais le dire parce que je trouvais ça incroyable, vous disiez il y a eu une période où certains disaient que les antibiotiques deviennent l'eau de Javel des vétérinaires. C'est-à-dire quand on arrive, allez hop, de toute manière, on file des antibiotiques, ça marchera toujours. Je parle de ça il y a 30 ou 40 ans, vous m'avez bien dit. Complètement, ça a changé. La réponse, c'est la prévention. C'est bien sûr la vaccination, c'est la prévention. Et si on n'arrive pas à expliquer que le bénéfice de la vaccination est plus intéressant économiquement pour des éleveurs que d'attendre que le risque se réalise pour traiter avec des antibiotiques, on aura perdu. Il faut donc avoir des données, nous y travaillons, pour pouvoir convaincre les professionnels, sont aussi des chefs d'entreprise. Et le problème vient aussi du fait que ce sont les chefs d'entreprise les plus pauvres de France. Si vous regardez le revenu net d'un éleveur, on est à 600 € net par mois. Il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise qui ont ce niveau de résultat. Et c'est donc là l'enjeu. Comment nous pouvons contribuer à augmenter le revenu des éleveurs pour améliorer la pratique d'élevage? Ça, c'est un point clé, et je pense que la profession vétérinaire est aussi engagée sur cette voie. Ok, justement, à propos de profession vétérinaire, un des axes aussi importants dans cet engagement des Nations Unies, et ça va faire sourire un peu, mais c'est développer l'hygiène. Et on a bien vu, et ce matin, là aussi, ça a été abordé quand le docteur Van der Merch a souligné, on connaît le nombre de ventes de savon et de dentifrice, et on est loin du compte qu'on devrait avoir. Donc c'est un sujet qui est global. Est-ce que vous avez l'impression que l'hygiène dans le monde vétérinaire, qui est, j'imagine, un point essentiel, et on l'a vu avec toutes les différentes épidémies, c'est quelque chose qui est en développement, qui doit se développer, et de la même façon, est-ce que vous avez le sentiment que c'est
en développant et est-ce qu'il y a des actions à faire pour développer l'hygiène, pour développer la sensibilisation sur ce plan-là. Ça a été aussi abordé rapidement sur les fameux gestes barrières où on voit déjà les gastros qui sont en train de repartir. Qu'est-ce que vous pensez de cette thématique qui n'est pas la thématique clé de notre débat, mais je trouve que c'était intéressant d'avoir cette dimension de l'hygiène. Souvent le b.a.-ba, le principe, on n'en parle pas et finalement, si on reste bien terre à terre, et ça serait intéressant d'avoir le point de vue de Carmen aussi au niveau de l'OMS, que faire aujourd'hui pour développer l'hygiène. La biosécurité dans les élevages est quelque chose de parfaitement maîtrisé, connu. Les organismes font des formations, les groupements de défense sanitaire sont très actifs sur ce domaine-là. Et je pense qu'encore une fois, cette expérience des maladies animales, qui est le quotidien des éleveurs, je dirais, donne des résultats tout à fait probants. Vous voulez rajouter quelque chose sur l'hygiène, Carmen? Merci beaucoup pour les points de l'hygiène. Je pense que sur les points de l'hygiène, il y a deux aspects qu'il faut considérer. D'abord, l'hygiène partout dans la communauté, mais également et surtout dans les établissements de santé pour la prévention d'infections tout court. Donc ça, c'est bien démontré, autant que les bonnes pratiques d'hygiène, l'hygiène sanitaire, l'hygiène des mains, peut réduire toutes les infections d'une façon plus large. Mais il y a un autre aspect que j'aimerais souligner, c'est la prévention de la dissémination. Et ça, et en spécial, lors des établissements de santé, l'importance des programmes de contrôle et prévention de l'infection est absolument clé. Nous tous, nous savons que les établissements de santé, surtout les hôpitaux de niveau plus complexe, sont des centres où il y a plusieurs facteurs chez l'environnement, soit chez les patients qui sont, et les types de procédures qui sont appliquées. Et ces types d'environnement sont déjà bien reconnus comme des centres d'émergence des nouvelles formes de résistance aux antimicrobiens. Donc, on a beaucoup parlé du rôle du secteur vétérinaire, mais il ne faut pas du tout oublier les rôles aussi du secteur de santé humaine vis-à-vis de la responsabilité d'éviter l'émergence des nouvelles formes de résistance aux antimicrobiens. Et là, à mon avis, le contrôle de l'infection est clé. Les programmes de contrôle de l'infection dans les hôpitaux, dans tous les établissements de santé, a une fonction clé pour réduire pas seulement l'émergence, mais aussi la dissémination des germes multirésistants. L'OMS a justement des programmes qui sont dédiés à la promotion des programmes de contrôle de l'infection au niveau national, mais également au niveau des établissements de santé. Et on a tout un programme de soutien, surtout pour les pays à bas revenus, pour la promotion et le développement de ce type de programme. Comme j'avais dit lors de ma intervention précédente, c'est tout un ensemble d'interventions qui sont absolument nécessaires pour la lutte contre la résistance antimicrobienne. Et le contrôle et prévention de l'infection et l'hygiène est parmi ces éléments. Sans cet élément-là, on ne peut pas vaincre cette bataille. Merci. Vous avez raison, je pense que c'est un point essentiel. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non. D'ensemble, lorsque je regarde aussi traduction, prise de conscience en action politique, je crois ce qui est bien, il y a maintenant une collaboration inter-agence entre OMS, FAO, OIE et récemment aussi le UNEP environnement, parce qu'il faut vraiment l'approcher d'une manière dans l'ensemble. Mais en même temps, il faut aussi se rendre compte des frustrations et des réalités politiques. Si je ne me trompe pas, en 2017, les ministres de l'Agriculture du G20 sont
déclaré prêt à interdire l'usage des antibiotiques pour la stimulation industrielle de croissance dans l'élevage des animaux. 2018, on est passé de l'Allemagne en Argentine, et il y avait une coalition, si je ne me trompe pas, entre l'Argentine, le Brésil et les États-Unis, et on a renoncé. Et ça, franchement, ce n'est pas un développement qu'on aime. Et quelque chose que moi je pense, c'est qu'il faut traiter la résistance antimicrobienne dans le contexte de préparation pandémique, parce que, comme je l'ai dit, Covid-19 nous a appris combien ça coûte. Quelque chose de sécurité. J'ai vu par exemple chez moi en Suisse que le ministre de la Défense était plus intéressé au sujet que le ministre de la Santé parce qu'il a vu que c'est un problème de sécurité. Et je crois qu'il faut vraiment faire une meilleure communication et travailler qu'on le regarde dans l'ensemble, pas seulement besoin de recherche, mais aussi bon usage, accès et aussi déchets environnement, par exemple, dans la production des antibiotiques. Et là, réfléchir, par exemple, est-ce qu'on a un intérêt d'être un peu plus autonome que l'on est actuellement? C'est clé, on va revenir, mais vous vouliez réagir, Jean-Louis? Je pense qu'à côté de la biosécurité sur laquelle vous m'interpelliez, il ne faut pas oublier que nos entreprises offrent aujourd'hui des nouvelles technologies tout à fait globales de monitoring. Il y a bien sûr les diagnostics, mais il n'y a pas que les diagnostics, il y a maintenant des outils de monitoring très précoces qui permettent d'identifier l'animal qui présentera des signes et qui permet de l'isoler pour éviter de se retrouver dans la situation de traiter le troupeau. Or, nos entreprises font de plus en plus sur cette dimension des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, et proposent aux vétérinaires et aux éleveurs des solutions qui évitent de se retrouver dans la situation de devoir prescrire des antibiotiques. Donc l'avenir, c'est la prévention, les nouvelles technologies, le diagnostic et la vaccination. C'est un point, on aura l'occasion d'en reparler certainement, pas ici parce qu'on n'aura pas le temps, mais qui est majeur. Et encore une fois, la prévention et le b.a.-ba de la prévention, ce qu'on disait, c'était l'hygiène. Et la prévention, si chacun, à tous les niveaux, à travers le monde, si on pensait d'abord prévention, et c'est vrai qu'en France, on a un gros travail à faire là-dessus. Il y a le point majeur, clé, c'est maintenant recherche et innovation. Recherche, innovation et du coup modèle économique. Vous disiez dans vos différentes discussions, maintenant finalement le diagnostic est plus cher que l'antibiotique. Est-ce que la recherche au niveau des tests diagnostiques, l'avancée que vous avez dans les tests diagnostiques, vous me parliez d'un test qui malheureusement est quand même assez lourd sur le plan financier. Comment est-ce qu'on peut développer et quel est le modèle économique que vous arriveriez vous à imaginer pour que vous puissiez valoriser votre recherche et que ça soit acceptable pour l'ensemble des pays où on a le droit de rêver. Allez, écoutons d'autres questions. Bon, d'abord, je pense qu'il faut revenir sur le continuum de soins, ce qu'on disait, hein, prévention, diagnostic, thérapie. Donc il faut regarder d'abord, est-ce qu'on soigne bien les personnes, qu'est-ce qu'on évite en termes de mauvais traitements, qu'est-ce qu'on évite en termes de temps de soins à l'hôpital. Donc je pense qu'il faut avoir une vue un petit peu large de la santé. Et après, le but de l'innovation, ça coûte toujours un petit peu cher au début. Et ensuite, avec les volumes, avec les progrès, ça va mieux ensuite. Moi, je pense qu'il y a quand même une forte poussée technologique en ce moment, dans le diagnostic, dans le pharma, dans le vaccin. Il faut continuer à pousser. Je comprends que c'est devenu quand même l'antibiorésistance, c'est un sujet majeur. Tous les ministères de la Santé l'ont mis dans le top 3 des enjeux de santé publique. Maladies infectieuses, vous le disiez, c'est un sujet de santé, c'est un sujet de sécurité, c'est un sujet politique. Il y a beaucoup de mouvements en ce moment pour accélérer dans le domaine des maladies infectieuses. Alors, je ne suis pas politique, mais avançons, innovons, et le business model, on le trouvera peut-être après. Je pense que l'enjeu de santé est trop important aujourd'hui pour... il faut réfléchir à ces modèles, mais d'abord, faisons avancer la science. Est-ce qu'il ne faut pas, et là je me retourne vers vous, c'est que pour pousser les industriels, parce qu'il y a quand même si dans le monde vétérinaire, la recherche est différente, et vous allez nous en dire un mot sur les antibiotiques, dans le monde de la santé humaine, il y a beaucoup de labos qui ont arrêté. Et pourquoi ils ont arrêté? Parce que ce n'était pas rentable, il n'y avait plus d'intérêt, donc il faut appeler un chat un chat. L'industrie pharmaceutique, elle est
Elle n'est pas d'abord là, elle est d'abord pour apporter des médicaments pour soigner la population, mais elle est aussi là pour gagner un peu d'argent. Elle essaye. Si on ne montre pas qu'il y a un modèle qui peut être intéressant avec une molécule, oui, qui va être chère, parce que c'est normal, elle va être réservée. Les molécules, une nouvelle molécule va commencer par être réservée, donc avoir un usage limité. Donc si elle n'a pas un prix attractif pour l'industriel, personne ne va y aller. Vous aviez des idées, vous avez travaillé, vous m'avez dit à l'IFPMA, vous avez une idée de modèle, j'ai trouvé ça assez sympa et assez original, ça pouvait être une approche sur quel genre de modèle économique on pourrait... À mon avis, la seule solution, c'est de rendre la recherche plus attractive. Ça commence déjà avec les étudiants qui doivent retrouver un intérêt de faire des recherches dans la microbiologie. Et pour citer un exemple, il y avait une start-up californienne, Akeogen, qui a fait faillite il y a 3 ans. Ils étaient, avant qu'ils ont reçu l'autorisation de mise sur le marché de la FDA, ils étaient valorisés à la bourse avec $1 milliard. Le moment qu'ils ont reçu l'autorisation, c'était en chute. Parce que tous les investisseurs qui ont spéculé, ils ont quitté parce qu'ils ont su qu'ils ne vont jamais faire de l'argent. Et c'était la catastrophe parce que les capitalistes à risque ont aussi quitté. À mon avis, l'industrie doit être souple et pragmatique du point de vue qu'est-ce qui seront des modèles possibles. Quelque chose qu'on a discuté il y a 4-5 ans, c'était une prime d'innovation lorsqu'on reçoit l'AMM. C'était le modèle que Jim O'Neill et AB Drive, financé par la Commission, avaient soutenu. Le problème, c'est pas tellement facile de convaincre le ministre de la Santé de trouver 1 milliard ou 2 milliards au début du marché. Alors, autre modèle, c'est ce qu'on appelle le modèle Netflix. Parce que tous les hôpitaux, ils achètent leurs antibiotiques extrêmement bon marché, qu'ils utilisent dans les opérations pour les genoux, les hanches et autres, et ils n'ont très rarement besoin d'un nouvel antibiotique qui répond encore aux résistances. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas créer un abonnement comme pour Netflix où les hôpitaux payent une prime? Dans le cas où ils ont besoin, ils ont accès à cet antibiotique. La question, c'est comment est-ce qu'on finance quelque chose comme ça? Dans la plupart des pays, on a maintenant les DRG, Diagnostic Related Rémunération. Alors, par exemple, si on ajoute 5 € sur une opération comme sur les genoux, on pourrait quand même financer pas mal. Si on regarde ce que nous coûte la résistance antimicrobienne, c'est la raison pour laquelle je suis extrêmement content que les ministres des Finances regardent maintenant le problème, parce qu'eux, ils ont constaté qu'est-ce que ça coûte Covid-19. Et le troisième volet, c'est par exemple ce qu'on appelle, on a vu dans les médicaments orphelins, comment le brevet peut jouer un rôle. Alors, pour l'antibiotique, prolonger un brevet même à 70 ans, ça n'ajoute pas grand-chose si vous n'avez pas les volumes, mais créer une incitation avec des brevets transférables qui pourraient inciter les grands labos de réinvestir, et aussi incitation pour les startups qui actuellement, ils sont désespérés, on a besoin de mouvement. Est-ce que ce modèle que vous dites, moi je trouvais ça assez intéressant en effet de se dire je suis un hôpital, j'ai de l'AREA, je prends un abonnement et à coût d'abonnement, mais je n'achète l'antibiotique que quand j'en ai besoin. Est-ce que ça pourrait s'imaginer aussi pour le diagnostic? Et votre dernier test qui s'appelle, je vais retrouver le nom parce que je ne me souviens pas, mais je l'avais noté, qui était assez onéreux, vous m'avez dit, mais qui est assez extraordinaire, puisque c'est... Je vais vous le donner, parce que moi, vous le souvenez, hein? Plus important pour moi, c'est le besoin médical. Je suis moins expert en pharmaceutique, plutôt, enfin, je suis expert en pas grand-chose, mais je connais mieux le diagnostic. Ouais. Donc pour moi, c'est le besoin médical. Il faut être là, il faut être proche du patient, proche des besoins du médecin. C'est ce qui doit, pour moi, driver l'innovation et la R&D. Sur le sujet plus pointu là, c'est plutôt une question pour moi de modèle pour les boîtes pharmaceutiques. Mais moi, je pense qu'ils vont y aller, parce qu'il y a une responsabilité scientifique, mais surtout une responsabilité de santé publique. Donc ce qu'il faut travailler, c'est des modèles, ce que vous disiez, hein, incitatifs à la R&D, à l'innovation. Je pense que c'est en train de se mettre en place. Et pour moi, c'est la priorité.
C'est la priorité. Et ensuite, le modèle, je suis désolé, il y a des gens qui réfléchissent à ça. Hein. Il y a la Toulouse School of Economics travaille sur des modèles d'innovation qui puissent ensuite être, entre guillemets, bien récompensés par le système de santé. Le temps passe plus vite que j'imaginais. Un mot, Jean-Louis Huneau, vous vouliez juste spécifier la recherche vétérinaire en un mot, vous vouliez dire? Et alors, après, on fera un... Il faut... Les antibiotiques, c'est 10% du marché du médicament. Il faut sanctuariser l'arsenal, d'abord pour éviter que la pression s'exerce sur une réduction du nombre d'antibiotiques disponibles, travailler sur ce que l'on appelle des antibiotiques verts, c'est-à-dire en effet des antibiotiques dont la pression de sélection sur le microbiote intestinal est réduite et l'excrétion des substances actives dans l'environnement réduite. On y travaille. Travaillons avec un contrat cadre avec l'INRAE et le SIMV. Nous travaillons beaucoup aussi avec l'ANSES. Nous participons aux rencontres de recherche en santé animale pour essayer de faire des transferts entre les deux médecines humaines et vétérinaires dans le cadre de Biofit. Et nous avons une plateforme qui s'appelle le Réseau français pour la santé animale, qui est une structure informelle, mais qui rassemble tous les acteurs, l'administration, l'agence, les éleveurs, les vétos, l'industrie. Et on essaye de cartographier les besoins. On a une cartographie sur le site qui est disponible et qui permet aux industriels d'orienter leurs investissements pour répondre aux besoins exprimés par les vétérinaires et les filières. Donc cet écosystème, il est clé et je crois que c'est la piste d'avenir. OK. Écoutez, il nous reste quelques minutes pour conclure ce débat. Peut-être, si vous voulez chacun dire, on va peut-être commencer par vous, Carmen, si vous voulez dire un mot de conclusion. Vous, qu'est-ce qui vous paraît clé, essentiel, sur lequel nous devons réfléchir, continuer à avancer? À mon avis, pour tous ces volets d'intervention, pour moi, le mot-clé est solidarité globale. Il y a plusieurs de ces solutions qui ont été discutées, qui sont très intéressantes, qui peuvent bien marcher pour des pays à des hauts revenus, mais la situation encore lors des pays à bas revenus, et ceci c'est au moins la moitié de la planète, la situation est, nous sommes encore à le stade de pas accès aux soins, ou pas accès adéquat. Et ceci est un énorme accélérateur de la résistance parce que les antibiotiques sont utilisés, sont de mauvaise qualité, sont mal indiqués, il n'y a pas d'accès au diagnostic et ceci est un problème pas seulement dans ces pays, puisque le problème va transborder pour toute la planète. Donc, mon mot de conclusion, c'est que ces idées sont... On a besoin de tout cela, on a besoin de prise de conscience, de la recherche, du développement, nouveaux antibiotiques, nouveaux diagnostics, nouvelles solutions, de la prévention, mais on a besoin aussi de partenariats et, disons, augmenter le sens de solidarité dans tous ces domaines. Merci, Carmen. Alors là, un mot. Alors, l'approche One Health, c'est la bonne approche, c'est une approche qui décloisonne et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui pour progresser. On a besoin d'incitation à la recherche et mon souci est, d'habitude, on est plutôt conservateur et on erronne vers le plus conservateur. C'est mieux si on erronne vers le plus généreux parce qu'on a besoin de nouveaux antibiotiques. Ça a été dit par Jean de Solnox tout à l'heure. Nous avons un tissu industriel remarquable qui est un outil mobilisable. Des chercheurs, à peu près 10% de nos effectifs sont des chercheurs. Et donc je crois qu'il faut jouer sur ces atouts. Et l'industrie est vraiment un atout pour la France sur ce sujet en particulier. Ben écoutez, vraiment un grand merci. J'espère que si on est encore là en 2050, moi je peux rêver, j'ai le droit d'y être aussi, on n'aura pas les fameux chiffres que certains nous annoncent. Je suis vraiment désolé vis-à-vis de Sally Davis, je vais me faire engueuler, mais bon, désolé, à bientôt. Merci beaucoup en tous les cas pour votre participation.